Certains Centrafricains semblent apprécier aujourd'hui grandement la présence sur son sol du groupe paramilitaire Wagner, tandis que d'autres dénoncent les exactions et les atteintes aux droits humains dont seraient à l'origine ces mercenaires. C'est du moins ce que vient de nous montrer ce documentaire, réalisé par Federico Lodoli et Carlo Gabriele Tribioli. À la suite de ce film, l'occasion pour nous aujourd'hui, dans ce débat doc avec nos invités, de s'interroger sur ces groupes paramilitaires qui contribuent amplement à l'expansion russe en Afrique et souvent au détriment d'intérêts français. Pour cela, Niagale Bagayoko est avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network, qui se préoccupe des questions de sécurité en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Également avec nous, Vincent Hugeux. Bienvenue Vincent Hugeux, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de l'Afrique. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Tyrans d'Afrique, les mystères du despotisme post-colonial. C'est un ouvrage qu'on peut se procurer auprès des éditions Perrin. Je précise aussi que vous êtes l'un des consultants présents dans une autre émission de la chaîne parlementaire qui s'appelle Ça vous regarde. Et puis enfin, avec nous, Dimitri Zoufray. Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste recherchiste à la RTS, Radio-Télévision Suisse, pour le magazine Temps Présent et membre du collectif All Eyes on Wagner, tous les yeux sur Wagner, et vous êtes l'auteur, aux côtés de l'enquêtrice Lou Osborne, de ce livre, La méthode Wagner, les soldats de l'ombre de Poutine à la conquête de l'Afrique, qui vient d'être publié aux éditions du Faubourg. On va revenir évidemment assez longuement avec vous sur la présence de ces groupes paramilitaires russes sur le continent africain. Tout d'abord, peut-être une remise à niveau, si on peut dire les choses comme ça, à propos du documentaire que nous venons de voir ensemble. Il date un tout petit peu. Il s'est passé un petit peu de temps du côté de la République centrafricaine. Cette présence de Wagner, elle est toujours avérée sur place. Les choses ont-elles changé de ce point de vue-là? Ou est-ce qu'il faut parler d'un autre groupe aujourd'hui à la place de Wagner? Alors, les choses ont évolué, en effet, elles évoluent de toute façon très vite, mais à mon avis, davantage du côté de la Russie que du côté centrafricain. C'est-à-dire qu'il y a eu une réorganisation au niveau du ministère de la Défense qui a créé une nouvelle entité qui s'appelle Africa Corps, qui est rattachée au ministère donc, de la Défense et qui a pour mission de coordonner l'intervention des sociétés militaires privées sur le continent africain. Autrement dit, depuis la mort de Prigojine, le régime russe a repris la main sur ces groupes paramilitaires, a recentralisé un petit peu les choses. Quand on parle de ces groupes paramilitaires, d'abord, en effet, je préfère cette expression à celle de mercenaires, parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé de mercenariat, alors que même Wagner, à l'époque, n'aurait absolument pas pu agir sans l'intervention, les accords passés au niveau diplomatique par le ministère des Affaires étrangères, sans l'apport logistique du ministère de la Défense, sans les services de renseignement, notamment du GRU. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire qu'en effet, il y a plusieurs groupes russes qui interviennent sur le continent africain. On a beaucoup parlé de Wagner, mais il y a par exemple le groupe Redoute qui y est également présent et qui est intégré aujourd'hui au sein de cet Africa Corps avec l'objectif de remplacer progressivement Wagner. Cependant, l'organe dont on parle ici, dans ce documentaire, est resté présent en Centrafrique et au Mali et n'a pas encore été absorbé par cet Africa Corps qui, il faut le préciser, au sein du ministère de la Défense russe, n'est pas intégré à la chaîne de commandement traditionnelle parce que ces effectifs peuvent se passer des règles en vigueur au sein du ministère de la Défense. Regardez cette carte et aidez-nous peut-être à la commenter pour confirmer évidemment ce que vous venez de nous dire. Wagner, qui est en rouge sur cette carte, serait toujours présente en tant que telle sous le label Wagner en République centrafricaine, mais aussi au Mali, vous l'avez dit à l'instant. Et puis par ailleurs, on aurait ce groupe Africa Corps qui est lui présent au Niger, au Libye et au Burkina Faso pour l'essentiel sur cette carte. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette présence que l'on voit sur cette carte? Ce qu'il faut voir, c'est que depuis le crash de l'avion dans lequel était Evgeny Prigojine en août 2023, donc ça commence déjà un peu à dater, Wagner était présent à la base dans tous ces pays, sauf au Burkina Faso et au Niger,
Aujourd'hui, les choses ont évolué, comme Madame Bakayoko l'a évoqué. On a en quelque sorte une forme de Wagner canal historique, une colonie russe en quelque sorte qui est basée en République centrafricaine. La situation au Mali est un peu plus compliquée à lire. On a toujours un peu du Wagner canal historique, mais il y a aussi ces troupes de l'Afrika Korps. Il faut savoir qu'au Mali, les deux entités, Afrika Korps et Wagner, combattent souvent ensemble. Dans les unités, on retrouve, dans des unités de l'Afrika Korps, on retrouve des paramilitaires avec des patchs de Wagner. Il y a eu au mois d'août de l'année passée un accrochage tout au nord du Mali qu'on appelait la bataille de Tinzaouatine, où on a vraiment pu voir cette intrication entre ces deux unités. Et aussi, il faut ajouter qu'au Mali, les forces de Wagner contrôlent aussi bon nombre de prisons, font responsable de bon nombre d'exactions, justement dans ce pays-là. Pour ce qui est du Burkina Faso, là, on pourrait parler d'un autre label, ça serait cette brigade Bers, ou les Medvedevi, si on prend l'application russe, qui est une entité pas si simple à comprendre, qui aurait été fondée en Crimée par aussi des pro-russes. Ils sont à peu près 3 à 400 présents pour servir en quelque sorte de garde prétorienne pour Ibrahim Traoré. Et pour ce qui est du Niger et de la Libye, là c'est plutôt l'Afrika Korps, même si on retrouve encore quelques unités, quelques semblants de restes de Wagner, mais c'est moins le canal historique. On reste sur la Centrafrique avec vous un instant. Quel bilan ? Je l'ai dit, c'était l'une des toutes premières républiques africaines, cette république centrafricaine, à voir débarquer ce groupe Wagner sur son sol. C'était environ en 2017, c'est la date dont je dispose. Nous sommes en 2025. Est-ce qu'on peut tirer un bilan aujourd'hui de cette présence, en termes de sécurité, en termes économie? La promesse Wagner, c'est évidemment de restaurer la stabilité et la sécurité. Ouais. S'agissant de la République centrafricaine, on peut considérer que Wagner a contribué en quelque sorte à refouler les différentes factions rebelles en dehors des centres urbains. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas, dans les zones les plus excentrées de l'ancienne Oubangui-Chari, des poches de violence extrêmement actives. Donc de ce côté-là, on peut dire que Wagner se prévaut, et d'ailleurs est louangé plus souvent qu'à son tour par le président centrafricain, qui s'appelle Faustin Archange Touadéra, qui soit à Bangui, sur ses terres, soit à Moscou ou Saint-Pétersbourg, se répand en éloge pour les braves guerriers, je cite, russes. Bon, alors ceci a un prix. Quand on entend dans le documentaire cet ancien de Wagner, Marat Gabidouline, en quelque sorte disculper ses ex-compagnons d'armes par rapport aux exactions, c'est absolument révoltant. Car les exactions, les sévices en question, massacres, tueries, viols, etc., ont été parfaitement documentés par des ONG locales et internationales. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors ça, c'est un prix, je dirais, humain. Et puis, vous évoquiez la composante économique. Alors, on parle souvent, et à bon droit, s'agissant de la Centrafrique, de l'or et du diamant, singulièrement du diamant, mais en quelque sorte, les appétits de Wagner ou des autres satellites de cette nébuleuse russe vont très au-delà de ces ressources-là. Ça peut être ici le pétrole, là la bauxite, etc., etc. Et puis j'ajoute un dernier élément qui est, lui, d'une nature un peu plus immatérielle, qui est évidemment l'influence et les intérêts géopolitiques. Toute petite précision par rapport à la carte que nous avons commentée ensemble. Ouais. N'oublions pas un pays qui mériterait d'être mentionné, c'est le Soudan. Le Soudan qui a été l'une des premières têtes de pont de l'offensive, de l'activisme Wagner en Afrique, notamment parce que la Russie, je dirais presque de toute éternité, convoite une base navale sur le flanc est, donc Port-Soudan, et c'est ce qui explique qu'après avoir eu deux fers au feu, vous savez que le Soudan est le théâtre d'une terrible guerre civile entre deux anciens alliés, eh bien aujourd'hui on sent bien que Moscou s'efforce de se rapprocher du général Al-Bourhan, donc qui est officiellement de fait le chef d'État à Khartoum, parce que l'obsession, c'est précisément de préserver ses emprises géopolitiques régionales. On va passer un extrait du documentaire. Il s'agit d'un dessin animé. Je vous laisse le regarder, on le commentera juste après, et on parlera de la propagande, appelons ça peut-être aussi de la désinformation, procurée par ces groupes paramilitaires, notamment ici en Centrafrique.
quand Wagner fait des bandes dessinées. As-tu besoin de renfort, mon ami? L'éléphant, les hyènes et les lions, c'est très visible. Ou le cobra français, ou le petit rat décrivant Emmanuel Macron. Tout cela est assez simple et assez lisible. Alors vous dites, on parle souvent des capacités militaires de ces fameux groupes, de leur influence militaire sur les pouvoirs en place dans les différents pays que nous avons évoqués ensemble, mais vous dites attention, on sous-estime le degré de désinformation et de propagande propagée par ces groupes paramilitaires. Expliquez-nous. Absolument, parce que je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce groupe Wagner était en fait une partie d'une structure plus large, notamment qui s'appelait la Research Agency, qui avait été mise en place par Prigojine et qui était, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, très liée aux services de renseignement, notamment au GRU. Aujourd'hui, on voit que le FSB est davantage proche, notamment de l'Africa Corps. On parle des services de renseignement russes, bien sûr. Les renseignements intérieurs, extérieurs ou liés au ministère de la Défense, on va sans rentrer dans les détails, mais que leur présence, qui nous permet aussi de compléter la carte, inclut aussi des activités politiques et d'influence. Et il y a eu un rôle important à Madagascar au départ, qui n'a pas du tout été couronné de succès, mais la mission n'était pas du tout militaire, elle était d'influencer le résultat des élections. Et d'une manière générale, sur tous les théâtres, on ne peut pas considérer qu'il y a de succès militaire particulier, sauf en effet en RCA. Vous avez parlé de la défaite de Tinzaouaten au Mali, qui est fondamentale et qui, à mon avis, va précéder le retrait des troupes combattantes, sans doute, de ces groupes. Mais sur le plan informationnel, il y a en effet une extrême efficacité de cette approche qui se fonde sur, non pas, comme on pourrait le croire, uniquement sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde met cet aspect en avant, mais pour moi, qui est l'héritière d'une tradition russe de propagande qui a plus de 100 ans aujourd'hui, qui travaille sur une idéologie de lutte contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme, ce qui lui assure une crédibilité parce que la Russie est identifiée à un acteur qui a accompagné les peuples africains dès les années 50 dans leur volonté d'autodétermination et qui aujourd'hui est en effet recyclé. C'est vrai sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès des organisations de la société civile locale dans ces différents pays, qui est de plus en plus nationaliste, de plus en plus patriote, et qui se saisit de ces discours qui visent à rejeter non seulement l'ancien colonisateur, donc la France, mais également tout ce qui est assimilé à de l'impérialisme occidental, y compris de nature multilatérale, c'est-à-dire comme les Nations Unies ou tout simplement les organisations multilatérales du continent. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur l'utilisation de cet outil de désinformation, de propagande en tout cas? Comme vous l'avez très justement évoqué, il y a cette propagande qui se passe sur les réseaux sociaux, enfin beaucoup sur Facebook, qui est très très documentée. Le dessin animé que nous avons vu, il était visible sur les télés Sur les télés en plus, mais aussi beaucoup passé sur Facebook, sur différents réseaux sociaux. Ouais. Mais ce qu'il faut aussi pas oublier, c'est toute la propagande et toute l'influence qui se fait sur place. Je pense par exemple aux maisons russes, où vous en avez de plus en plus, où on a une figure qu'on voit rarement en uniforme en Centrafrique, qui est Dmitri Siti, qui est une espèce de grand coordinateur de toutes les activités de Wagner en République centrafricaine, qui joue un rôle très important. Et il y a aussi un acteur qu'on oublie trop souvent, c'est l'acteur religieux. Vous avez Bangui qui est devenu un archevêché, mais aussi cette influence se propage dans des pays qu'on oublierait totalement. J'ai mes confrères, la Neue Zürcher Zeitung en Suisse, qui ont fait toute une enquête sur l'influence de l'Église orthodoxe au Kenya, où on cherche à chasser, à convertir les orthodoxes ukrainiens qui suivent la vraie Église russe. Donc il y a à la fois cette influence religieuse, cette influence économique, cette influence culturelle. Dans ces maisons russes, il y a ces cours de russe qui sont faits.
Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la plupart des élites africaines qui sont actuellement au pouvoir, et là on peut sauter sur le Mali, où les dirigeants ont fait leur formation militaire dans des lycées militaires du côté de Moscou. Vincent Hugeux, alors Niger, Burkina Faso, République centrafricaine, Mali, c'est des pays où la France était présente. Est-ce que ces instruments de déstabilisation jouent à plein pour le retrait des forces françaises de ces pays? Parce qu'on en est là aujourd'hui. Alors, petit souvenir personnel. Lorsqu'en 2018, pour l'Express à l'époque, je me rends en République centrafricaine, c'est sur la suggestion d'un ami et confrère centrafricain qui anime une radio locale et qui me dit « C'est étrange, on voit débarquer des hommes au teint pâle et à l'accent rugueux qui non seulement se déploient, sécurité rapprochée de la présidence, etc., mais aussi investissent dans, par exemple, le concours Miss Bangui 2018-2019, financé de cette manière, ou la réfection d'une radio concurrente. Donc, d'emblée, on n'utilise pas seulement la Kalachnikov comme instrument d'influence, mais aussi la propagande. Et à ce moment-là, quand je m'en ouvre à mes interlocuteurs, militaires ou politiques français, ils ont tendance à sous-estimer gravement l'impact de ce type de propagande. Le dessin animé qu'on voit, qui au passage est une insulte à l'intelligence des peuples d'Afrique par son simplisme et son manichéisme, eh bien, il fonctionne. Et ça, on a tardé à mesurer les effets ravageurs de cette propagande qui rencontre effectivement un discours souverainiste, anti-impérialiste, et peu importe dans l'esprit des idiots utiles, à Bangui ou ailleurs, qu'aujourd'hui la Russie soit l'une des seules puissances coloniales de la planète par son aventure détestable en Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a eu aussi une continuité entre Wagner et dans ce que Afrikansky Corpus, Afrika Corps, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que vous retrouvez à la tête d'une initiative, une sorte d'agence de presse, African Initiative, une agence de presse. En réalité, c'est un bras armé propagandiste du système. Ceux qui la dirigent, rédacteur en chef, rédactrice en chef adjointe, sont l'un un ancien du FSB, donc l'ex-KGB, donc les services de renseignement, et son adjointe était déjà la communicante de Wagner à l'époque de Prigojine. Puis dernier élément, puisqu'on parle de la maison russe, un mot quand même sur ce Dmitri Siti, qui à l'origine n'est qu'un traducteur. Ne vous fiez pas à son allure d'éternel étudiant. Il a aujourd'hui pris une importance considérable dans le dispositif, y compris militaire. C'est lui qui, voilà quelques semaines, a inauguré dans l'extrême sud-est du pays une nouvelle base militaire de Afrika Corps, enfin de Wagner en l'occurrence, puisqu'on est en RCA, donc Wagner maintenu. Et c'est aussi quelqu'un qui, au passage, a fait ses études à Saint-Pétersbourg, à Barcelone et dans une école de commerce française, la Schema Business School. D'ailleurs, son ex-épouse et son fils vivent toujours sur le territoire français. Et c'est vraiment quelqu'un qui est une sorte d'interlocuteur privilégié, et c'est l'un des facteurs qui explique la perpétuation de ce Wagner canal historique avec des liens qui ont été tissés avec la classe politique locale, parfois liens monnayés, il va de soi. Alors je l'ai dit en présentant cette émission, cette présence de ces groupes paramilitaires russes se fait souvent au détriment d'intérêts français. Nous sommes particulièrement visés par cette progression de ces groupes paramilitaires russes, nous Français, dans ces ex-colonies. Ou alors est-ce que d'autres pays sur ce continent africain subissent le même sort? Pays occidentaux eux aussi. Alors il y a très clairement une rhétorique anti-occidentale de manière globale. Mais étant donné l'origine de pays qui proviennent de l'ancien empire français, la France y est bien entendu particulièrement ciblée, mais aussi parce que la France se présente aussi dans son discours comme un chef de file de la sécurité qui doit être apportée sur le continent africain. En tout cas, c'est ce qu'elle a essayé de faire jusqu'à ce qu'elle ait l'obligation de quitter, à la demande des autorités des différents pays du Sahel, leur territoire. Alors, ce qui est dit dans ce film, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est que effectivement
effectivement, c'est le président Emmanuel Macron qui aurait laissé entrer le loup dans la bergerie. Ça, c'est expliqué dans ce film, je trouve que c'est très bien expliqué. Là, il y a quelques réserves sur d'autres choses dans le film. En tout cas, cet aspect-là est effectivement très important. C'est non seulement la France, mais plus largement les Nations Unies qui, à la suite d'un embargo sur les armes qui avait été imposé à la République centrafricaine, a accepté sur la demande de la Russie d'ouvrir la possibilité pour les Russes de livrer des armements en RCA. Et c'est là que ça commence. Et il y avait également côté russe leur implication dans le règlement diplomatique de la crise qui s'est fait via le Soudan, justement. Ce n'est pas un hasard, comme Vincent l'énonçait tout à l'heure. C'est eux qui ont accompagné la signature de l'accord de paix dès 2017. Donc, tout ça pour dire que la Russie joue sur des volets extrêmement différents et qu'il convient de regarder au-delà du groupe Wagner, par exemple en matière informationnelle, puisque nous en parlons, le rôle de Russia TV et de Sputnik dans la rhétorique anti-occidentale et notamment anti-française est extrêmement important. On est affaire à tout un écosystème, y compris des usines à troll et des influenceurs locaux. L'honnêteté commande de reconnaître que la France a été en grande partie actrice de son malheur. Vous aviez une opération de maintien de la paix qui s'appelait l'opération Sangaris, où qui est évoqué effectivement dans le film, absolument, tentaient en quelque sorte de faire en sorte que les affrontements entre telle faction rebelle et un gouvernement fragilisé ne soient pas trop dévastateurs. Cette opération est démontée, à mon sens, hâtivement, en 2016. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je suis à Bangui, mes interlocuteurs centrafricains me disent « Mais ne partez pas si vite, la nature a horreur du vide ». Et effectivement, le vide en question a été comblé dans les circonstances que Nirgalé vient de rappeler par les Russes, lesquels ont au passage donc profité d'un zèle français tout à fait singulier, puisque sur la levée partielle de l'embargo, la France a été extrêmement active en faveur de l'option russe, qui offrait à vil prix munitions, instructeurs et compagnie. Et puis, alors indépendamment de ça, vous avez donc ces Russes qui s'engouffrent dans le vide. Avec une population, en tout cas ceux qu'on a vus, qui disent « Mais oui, mais eux, les Russes, ils font ce que les Français n'ont pas fait pour nous, c'est-à-dire protéger la sécurité du pays pour l'essentiel. » Oui, alors... Ou en tout cas de nos dirigeants, nous laisser vivre en pleine sécurité. Voilà. Ça, c'est vrai ou pas? Oui, alors, oublions toute candeur en la matière. Les images qui méritent d'être contextualisées de ces manifestations prétendument spontanées en faveur de la Russie et contre l'impérialisme occidental et français, tout ça est monnayé, on peut donner les barèmes et les tarifs, on les connaît. Les magnifiques bannières, elles sont évidemment... pas issues d'un petit atelier de Bangui Surface, mais elles sont fournies par l'ambassade. Et donc, je voulais simplement terminer tout à l'heure en disant que l'intelligence tactique des Russes, ça a été de réactiver des réseaux qui existaient au temps de l'Union soviétique. Je me souviens par exemple que lorsque j'ai été reçu par l'ambassadeur de Russie à Bangui, là, en 2018, eh bien, vous aviez une photo où on voyait un certain Bokassa, qui était accueilli par tout le Politburo lors d'une visite officielle à Moscou. On a parlé tout à l'heure des intérêts économiques de ces groupes paramilitaires. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de prédation de la part de ces groupes dans certains pays où ils sont présents aujourd'hui? Totalement. On a quelques chiffres pour illustrer ça. Là, je crois qu'un dixième du PIB centrafricain serait tombé dans les poches, en l'occurrence, de Wagner. Ça, c'est si ce chiffre est vérifié. Je n'ai plus tous les chiffres en tête. Mais Est-ce qu'on peut parler de prédation? La prédation, oui, totalement. Enfin, les activités économiques liées au groupe Wagner en Centrafrique sont gigantesques. On évoquait les minéraux, on oublie le bois, le bois précieux qui est assez gigantesque, où Wagner a pu obtenir des accords bien spécifiques de la part des autorités centrafricaines pour pouvoir déboiser à peu près sans contrôle. Des questionnements peuvent se poser aussi sur la nécessité, sur ce que Wagner fait en fournissant de la bière et de la vodka. Est-ce que c'est aussi un moyen de contrôler les populations avec un alcool à peu près de qualité discutable? En fait, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une attitude finalement très coloniale?
Ce que sont en train de vivre les Centrafricains? Non, parce Non. que je pense qu'il faut aussi regarder l'histoire de la Centrafrique elle-même. La Centrafrique, c'est un pays qui a été l'objet de la prédation de ses propres élites depuis sa formation. Et même avant son indépendance, c'est un pays où l'État colonial, donc la France, avait lui-même du mal à exercer un contrôle sur l'ensemble du territoire. Il existe en Centrafrique, moi j'ai beaucoup travaillé, ce qu'on appelle le carrousel de Bangui. Et le ministre que l'on voit témoigner dans ce reportage est tout à fait significatif de la réalité de la classe politique là-bas. Il explique qu'il est ministre en fait depuis 2005, donc depuis 20 ans. Et comme vous le savez, il y a quand même eu différents gouvernements, différents régimes, mais tous sont liés les uns avec les autres. Le propre de l'histoire politique de la RCA, c'est le passage des élites politiques du niveau le plus haut de l'État jusqu'à la rébellion armée, jusqu'à l'opposition au sein du Parlement, voire dans le contrôle des ONG. Donc il y a de la prédation, en effet, de la part des Russes, mais elle s'inscrit dans un contexte extrêmement prédateur des élites locales elles-mêmes. Je pense qu'il faut absolument toujours garder cela à l'esprit. La conclusion du documentaire... Ce que vous dites pour la Centrafrique est vrai pour d'autres pays? Alors, à ce niveau-là, absolument pas. La RCA est très spécifique de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, si on prend le cas du Mali, où il y a de la prédation aussi d'une manière générale, mais absolument pas avec cette espèce de collusion entre les élites, qu'elles soient armées, civiles, de l'opposition ou de la société civile, le Mali, on ne peut pas parler de cette prédation de ressources que l'on trouve en Centrafrique. Il y a beaucoup plus de résistance à ça, avec des nationalisations, notamment de l'exploitation de l'or qui est en cours actuellement. Ça ne veut pas dire que les Russes n'en bénéficieront pas à un moment donné, mais on n'est absolument pas au même niveau de prédation que ce qui se passe en RCA, à mon avis. Alors, qu'il faut reconnaître là encore, c'est qu'il faudrait un certain goût du paradoxe pour reprocher aujourd'hui à la Russie de Poutine ce que la France officielle a fait pendant des décennies. Qu'il s'agisse de la dimension prédation des ressources naturelles, je me souviens de cet ancien ministre de l'énergie du Niger qui me disait qu'il ignorait la quantité de yellow cake, de minerais d'uranium qui était D'où ma question de savoir si ce n'était pas une attitude tout simplement coloniale, oui, à laquelle on assiste. Par ailleurs, il y a aussi la dimension barbouzarde. Enfin, plus d'une fois, au nom d'accords léonins de coopération militaire, Paris a volé au secours de satrapes indéfendables. Donc aujourd'hui, voilà qui alimente la propagande dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'on dit, au fond, c'est certainement pas la France qui va venir nous faire la leçon. Pour autant, il est parfaitement exact que pour le pouvoir poutinien, il y a là donc un instrument d'influence. Vous avez également la possibilité de recourir à des ressources naturelles extrêmement précieuses, mais c'est aussi un marché. L'un des composants du chantage russe, c'est la fourniture de céréales, par exemple, à vil prix, à ces régimes qui savent qu'on peut tomber sur une augmentation trop brutale du prix du pain. Ces groupes paramilitaires, ils sont engagés, ils signent des contrats. Comment se passent les choses? Y a-t-il des pays où on ne va pas renouveler le contrat d'Africa Corps ou de Wagner, canal historique, comme vous l'avez appelé tout à l'heure? Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des pays qui, compte tenu de ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne, par exemple, sont tentés, eux aussi, d'accueillir ce type de groupes paramilitaires sur leur sol? La situation géopolitique actuelle avec l'arrivée de Donald Trump ne va pas forcément faciliter une lecture et permettre une période de divination assez efficace. Bon, la Centrafrique, on est d'accord, ça va très probablement rester ainsi. La situation au Mali pose beaucoup plus de questions, où on sait, d'après, je crois, de mémoire, c'était les informations de Deutsche Welle qui avaient pu chiffrer le contrat de Wagner à peu près à 9 millions de dollars par mois pour des missions de sécurisation. Ce contrat serait toujours en cours, même si les documents liés à ce contrat n'ont pas fuité ou n'ont pas pu être visibles de quiconque, dans la presse en tout cas. La question de l'or, comme évoqué, ou de l'uranium va poser encore beaucoup de questions où il y a un très très fort intérêt. Mais comme on l'évoquait tout à l'heure, la prédation ou le contrôle de mines faites par Wagner au Mali, ça n'a pas fonctionné.
où Mali avait des prétentions sur 3 mines bien particulières, 2 mines, deux mines canadiennes et une mine australienne. Et là, ça n'a pas marché. C'est plutôt une forme de contrôle inofficiel de l'or. Très probablement, la situation au Niger risque de basculer ou pas du tout. Madame Bakayoko évoquait tout à l'heure le potentiel retrait des forces paramilitaires. Pour l'instant, c'est encore très difficile à voir. Ils sont toujours présents. Non, pour tout ça pour dire que les choses vont très probablement continuer, mais tout va aussi dépendre d'un accord fait par le président Trump en Ukraine, puisque le programme géopolitique actuel est lié aussi à cette séquence ukrainienne, et un accord de paix pourrait rebattre encore une fois les cartes. L'État russe est présent en Afrique. La Russie, c'est le plus grand vendeur d'armes aujourd'hui en Afrique, devant les États-Unis, devant la Chine. Il n'y a pas que ces groupes paramilitaires qui symbolisent la présence russe en Afrique, mais dans quelle proportion alimentent-ils les ressources russes aujourd'hui, ces groupes paramilitaires, à comparer à ce que sont les sources plus officielles, comme les ventes d'armes, par exemple? Alors, c'est très intéressant, en effet, de mettre l'accent, à mon avis, sur les 3 volets de la présence russe sur le continent africain. Donc, en effet, les sociétés paramilitaires, mais il y a également les accords bilatéraux d'assistance militaire, technique, qui sont passés avec un très grand nombre d'États. Je crois qu'il y en a quand même entre 35 et 40 sur le continent africain. Tous ne sont pas forcément rendus publics, mais avec des degrés de coopération très variés. Ça peut aller du simple échange d'officiers de liaison à, en effet, des programmes d'instruction beaucoup plus approfondis. Et vous avez effectivement cette question des ventes d'armes, et ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle n'est absolument pas nouvelle. Ce marché date en fait du retour de la Russie sur le continent africain, qui date maintenant de plus de 20 ans. C'est dès 2006 en réalité, enfin pas de plus de 20 ans, de 19 ans, en l'occurrence, je calcule mal, c'est dès 2006 que Vladimir Poutine fait état de son intérêt pour le continent, donc hors contexte Ukraine, et que Dmitri Medvedev, qui devient président après, même si on l'a oublié, fait sa première tournée sur le continent. Donc, cette présence, elle est très multiforme. Il y a de la coopération, par exemple, dans le domaine spatial, aussi dans le domaine médical. Donc, je pense qu'on s'est beaucoup trop focalisé sur le seul cas de Wagner, qui n'est que l'un des instruments de présence de la Russie sur le continent. La pérennité de cette influence russe, elle dépend quand même de 2 critères. C'est-à-dire l'efficacité opérationnelle. Est-ce que oui, la sécurité s'est améliorée, et puis les exactions qui suscitent quand même beaucoup de rancœur dans la population. Et j'ajoute un dernier élément, très rapidement, c'est que lorsque, par exemple, un Touadéra, le président centrafricain, se rend compte que l'emprise russe devient étouffante et qu'il essaye de donner des gages pour une forme de rapprochement avec la France, ça a été le cas avec une feuille de route qui a été discutée à l'Élysée avec Emmanuel Macron au printemps dernier, eh bien, il est fait aux pattes, comme on dit trivialement. C'est-à-dire qu'on lui envoie des messages, y compris dans son entourage, sur le thème « attention, il n'y a pas de marche arrière sur ta boîte de vitesse. Si tu vas trop loin dans le reniement de l'amitié russe, c'est ton pouvoir qui risque d'en être anéanti, et d'autant plus que beaucoup de membres de son entourage sont profondément compromis, y compris financièrement, et donc préféreront lâcher leur président que lâcher leur parrain. Ça sera le mot de la fin. Vraiment un grand merci à tous les 3 d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, consacrée au groupe paramilitaire russe, à travers ce documentaire et ce focus sur la République centrafricaine. Vos réactions, ça sera sur #Débadoc, bien entendu. Merci aussi à Félicité Gavalda, Victoria Bellet, qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débadoc, ça sera à la même place, la même heure, et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.